entretiens du Marquis, bonjour à tous. Macron juge les Français ingrats. À l'incendiaire. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier, comme vous vous en doutez, tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail. Aujourd'hui sont à l'honneur Fourneau Pascal, JPLD, JP Poignant. Merci à eux. Et puis vous êtes très nombreux à m'écrire, à me soutenir. Et oui, de plus en plus de Français rejoignent la contestation et le pouvoir est en train de vaciller. On ne lâche rien. Et puis certains d'entre vous m'ont posé la même question. En quoi la réforme des retraites est-elle anticonstitutionnelle? Vous voulez avoir des détails. La première chose que je peux vous dire, c'est que tous les constitutionnalistes qui se sont épanchés dans les journaux ont répondu la même chose, comme Dominique Rousseau. Il semble difficile que le Conseil constitutionnel ne censure pas la loi sur la réforme des retraites. Les points sont nombreux en effet au niveau de l'anticonstitutionnalité. Personne ne peut contester que les débats ont été précipités à l'aide d'outils comme l'article 47.1, détournés de son usage habituel, que des amendements ont été déclarés irrecevables de manière très discutable, que les débats ont pour le moins manqué au principe constitutionnel de clarté et de sincérité, reconnu par le Conseil, notamment sur la pension minimale à 1 200 €, et que l'Assemblée nationale n'a pas voté le texte. Il y a aussi l'index des seniors. Donc de très nombreux points ont été soulevés par le Conseil constitutionnel lui-même d'ailleurs. Ce qui fait dire à quelques ténors de la majorité que ce serait une bonne solution si le Conseil constitutionnel ne validait pas la réforme des retraites. Ça permettrait au gouvernement de tenir. Alors hier, j'ai utilisé le mot tête haute, mais il était très ironique. Il faut bien penser que si Emmanuel Macron perd la bataille du Conseil constitutionnel, c'est la tête très très basse. D'ailleurs, il enrage, il en a fait une affaire personnelle. Et voilà qui s'épanche dans les journaux en nous traitant d'ingrats. Alors on va regarder exactement de quoi il s'agit. Le président a écarté toute annonce à coup d'argent public tirant un bien triste bilan du quoi qu'il en coûte covidien. On est le gouvernement qui a le plus payé et personne nous dit merci. Oui, il faut être bien accroché pour entendre une chose pareille. Je pense en effet qu'il va falloir remercier Emmanuel Macron, mais dans un sens différent. C'est vrai que on pourrait le remercier, par exemple, pour toutes ses manipulations, ses mensonges, sa propagande officielle, sa façon dont il achète les journalistes pour avoir une presse aux ordres. Il faudrait aussi le remercier pour toutes les privations de la liberté pendant la période du Covid. Il faudrait aussi le remercier pour tous les coups de matraque que reçoivent les manifestants contre sa politique, et je pense aussi aux Gilets jaunes. Je pense aussi à des remerciements parce qu'il nous ruine, il nous affame. Et puis il dit quelque chose d'assez intéressant. Il nous a aidés avec ce quoi qu'il en coûte, mais je voudrais juste quand même rappeler à Emmanuel Macron que l'argent qu'il a distribué, d'abord, c'est pas le sien, c'est celui des Français. Et lorsqu'on regarde un petit peu les diagrammes, Macron nous ruine. Zéro croissance du PIB, plus 600 milliards d'euros de dette publique en 3 ans. Voilà Emmanuel Macron. Il ne nous a pas aidés, il nous a endettés et ruinés. Il suffisait de faire la méthode suédoise, celle que Blachier regrette aujourd'hui, et nous n'aurions pas connu de tels déficits. Et puis, lorsqu'on regarde exactement à qui profite cet argent, eh bien, la concentration de ces revenus tirés du capital est de plus en plus marquée. Si en 2017, 0,1% des foyers fiscaux, 38 000 personnes percevaient la moitié du total, la part du même groupe est passée aux 2/3 en 2018. Quant aux 0,01% des foyers les plus fortunés, 3 800 personnes, leur part est passée dans le même temps d'un 1/5 à 1/3. Voilà Emmanuel Macron, où va l'argent? Il ne va absolument pas aux Français. Donc on n'a pas véritablement à vous remercier. Si, remercier, c'est-à-dire prendre la porte, bien évidemment. Ce qui fait dire d'ailleurs à la presse de manière unanime, c'est la presse de l'humanité jusqu'à valeur actuelle, nous sommes tous d'accord, c'est un pyromane, c'est un incendiaire, et ce dernier propos vient illustrer ce que nous sommes en train de dire. Ce qui fait que les Français ne perçoivent plus du tout le chef de l'État comme quelqu'un qui les protège, quelqu'un qui les aide. Emmanuel Macron est devenu l'adversaire. Les Français ne voient plus dans le chef de l'État un rassembleur, un protecteur, un amortisseur, mais un adversaire. D'autant plus qu'Emmanuel Macron, loin de chercher l'apaisement, comme je l'ai montré, semble en faisant le choix de l'exacerbation, vise à réactiver le retour du parti de l'ordre afin de susciter un retour au chaos, un réflexe d'adhésion autour de sa personne. Un jeu cynique et dangereux. Car lorsqu'on réfléchit, si Emmanuel Macron est sérieux lorsqu'il reproche aux Français leur ingratitude,
c'est qu'il a un problème psychologique grave. Et nous en avons souvent parlé sur cette chaîne. Il est hors sol, il ne comprend plus rien à la politique et aux Français. Que fait-il à l'Élysée? Par contre, s'il a conscience que ce qu'il a prononcé est une monstruosité, on a affaire en effet à un être pervers et cynique. Dans les deux cas, il ne peut plus rester président de la République. Alors ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas seul à le dire, parce que si j'étais tout seul, de plus en plus de députés font le même diagnostic. Dupont-Aignan, dans un très bon numéro, nous explique en cette journée de mobilisation des syndicats, de plus en plus de députés de la majorité lâchent Macron. Et ce sont particulièrement les députés Modem et Horizon, du parti de la majorité Renaissance, qui sont les plus critiques. Dupont-Aignan affirme « Macron ne tourne pas rond », mais là nous sommes à peu près tous d'accord. Dans le Figaro, vous avez cette information confirmée, de manière plus feutrée bien évidemment. Retraite, Emmanuel Macron, pressé par son camp de trouver un accord avec les syndicats. Emmanuel Macron a fait dire hier et avant-hier, soit par des indiscrets, soit par Olivier Véran, qu'il ne changerait rien, qu'il irait jusqu'au bout. Eh bien, sa majorité, lui, exige des négociations. Vous commencez à comprendre qu'ils sont en train de se tirer dans les pattes et vous avez des séquences de communication assez étonnantes. Emmanuel Macron a jugé stupide l'engagement d'Elisabeth Borne de ne plus utiliser le 49.3 hors texte budgétaire. Je vous en ai parlé hier, précisant que cette initiative n'engage qu'elle. Voilà, ils se tirent tous dans les pattes. Et là, évidemment, cela sent la fin. D'autant plus que certains journaux sont en train de lâcher Emmanuel Macron. Notamment Le Monde, il y a 2 articles, même 3 articles assez assassins contre le président de la République. Et notamment, il nous explique qu'Emmanuel Macron perd de plus en plus de ses soutiens, et notamment de ses soutiens économiques. C'est d'ailleurs ce que l'on retrouve aussi chez Mediapart. La finance internationale prend ses distances avec Emmanuel Macron. Alors pourquoi les financiers, qui sont les grands bénéficiaires de sa politique, pourquoi sont-ils en train de devenir critiques? Eh bien tout simplement parce que Emmanuel Macron n'arrive pas à gérer la situation. Et puis certains économistes, comme Marc Touati, nous expliquent aussi, en France, en 2022, les dépenses publiques ont flambé de 4% et les impôts ont explosé de 7,9%. De plus, le taux de prélèvement obligatoire aux normes INSEE a atteint 45,3% du PIB, c'est-à-dire du produit international brut, un nouveau record historique qui risque encore d'être battu en 2023. Voilà, donc une partie des élites économiques sont en train de se dire ce n'est plus possible avec Emmanuel Macron. Il est arrivé, Emmanuel Macron, à mettre contre lui tout le monde. Et ça, c'est quelque chose peut-être d'unique dans l'histoire de la Ve République. Alors, quand je parle tout le monde, vous savez ce qui s'est passé hier. Il y a eu des manifestations et c'est Campagnol qui a relevé cette chose. La principale information de la journée est entièrement passée sous silence. Alors, c'est un tweet de Louis Boyard. 500 lycées mobilisés, 80 universités bloquées. Le cauchemar du gouvernement est lancé. La jeunesse est massivement dans la rue contre la réforme des retraites. Alors après, évidemment, il y a une liste à l'après-vert, mais ça, c'est important. Il y a eu un peu moins de monde. Le gouvernement dit 800 000, les manifestants, en tout cas les organisations syndicales, parlent de 2,5 millions. C'est vrai qu'il y a eu un petit tassement, mais pas gigantesque. Les gens, certaines personnes ne sont pas allées manifester, ils ont eu peur, mais ils ont été remplacés par la jeunesse. Et ça, c'est très mauvais pour Emmanuel Macron. Certains journalistes de la réinformation patriotes expliquaient, mais pourquoi vous allez manifester? Vous êtes patriote, vous êtes de droite et on vous voit vous affronter contre les forces de l'ordre. Eh bien, nous avons une réponse. Nous avons été matraqués dans la précédente manifestation. On ne peut pas laisser cela impuni. Nous avons donc maintenant un cycle vicieux qui s'est mis en place. Les gens veulent se venger de la politique d'Emmanuel Macron. Quelle que soit, et je vous l'ai montré d'ailleurs dans les unes de Valeurs Actuelles ou du Matin, quelle que soit sa couleur politique. Ça, c'est très mauvais et je ne comprends pas qu'il y ait encore des gens qui soutiennent Emmanuel Macron qui est allé vers ce chaos, vers cette politique. Et surtout que nous apprenons évidemment toute une série de choses absolument épouvantables. À Sainte-Soline,
c'est à la une du Monde. Vous voyez que maintenant, ça y est, ça tape, ça cogne, ça ne souligne. L'enregistrement qui prouve que le SAMU n'a pas eu le droit d'intervenir. J'ai bien dit Limon parce que c'est ce journal qui a fait élire en partie, comme toute la presse aux ordres, Emmanuel Macron et qui vient maintenant, lorsqu'on a fait bien le travail, rejoindre la contestation des résistants de dernière heure. Vous savez que le Monde travaille évidemment pour la mondialisation. Manifestement, Emmanuel Macron n'est plus ce candidat. Lorsqu'on regarde les images des dernières manifestations, c'est évident, il y a des ordres qui sont donnés aux forces de l'ordre de faire mal, de frapper. Il y a eu toute une série d'agressions et d'ordres totalement inadmissibles. On a bien compris, et vous l'avez vu dans les derniers numéros, voire même dans Valeurs Actuelles, c'est le jeu. Emmanuel Macron essaie de faire mal pour apparaître comme le garant de l'ordre. Et ce qui est très intéressant, c'est que les macronistes nous le disent, mais de manière inconsciente. Et vous connaissez peut-être ce personnage, il s'appelle Brice Couturier. Il était particulièrement haineux contre les non-vaccinés. Il voit la main du Kremlin derrière tout. Si vous avez un Panari ou de l'acné, c'est Vladimir Poutine. Selon le journaliste de France Info, Brice Couturier, la tension en France est exacerbée par le Kremlin. Non, c'est pas la politique d'Emmanuel Macron, ce sont pas les actes d'Emmanuel Macron, c'est le Kremlin. Mais son discours est très intéressant parce qu'en fait, il nous explique qu'il rejette la faute sur l'extrême gauche et il dit que cette extrême gauche essaie de faire monter le niveau de violence tolérable par la population pour qu'elle s'habitue et qu'il puisse ainsi aller de plus en plus loin dans la contestation et, ce que dit Brice Couturier, dans la révolution. Mais c'est exactement ce que fait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron fait en sorte que le public qui vote pour lui accepte que des femmes, des enfants, des personnes âgées prennent des coups de matraque, se fassent gazer. C'est la stratégie d'Emmanuel Macron pour polariser les Français les uns contre les autres. C'est Emmanuel Macron qui est le responsable de cette pseudo-guerre civile. Et puis, je voudrais dire que ces écologistes qui ouvrent un second front en allant taper sur des paysans qui font leur boulot, ils rendent un fier service, évidemment, à Emmanuel Macron. C'est la thèse que je défends depuis le début, et plus le temps passe, plus les preuves arrivent. Je vous en parlerai à la fin du journal. Alors, face à cette situation un petit peu coincée, le système cherche désespérément un remplaçant Emmanuel Macron. Et il y a un personnage que nous avons vu sur tous les plateaux de télévision qui nous prend un peu à rebousse-poil. Et oui, j'ai bien dit Édouard Philippe. Si vous trouvez que ça me fait une sale gueule, sur tous les plateaux, il vient montrer sa sale gueule, en effet, en chantant la chanson de Johnny. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Elle ne te revient pas. Il en fait une force. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que Édouard Philippe est quelqu'un d'habile. J'ai vu le numéro sur Quotidien, je me suis dit, oulala, ce gars-là, il est bien plus dangereux qu'Emmanuel Macron parce que lui, il sait rire, il sait plaisanter avec le public. Il était même interrogé par des extrêmes gauches écologistes et il leur a fait la leçon et ces extrêmes gauches ont écouté pieusement. Ça vous donne une idée en effet de la collusion entre ces groupes dits d'extrême gauche et le gouvernement. Seulement, Édouard Philippe, c'est qui exactement? On se souvient un petit peu de ce personnage, son bilan? On va le regarder. Et vous avez, alors il y a Charles-Henri Gallois, on veut nous vendre le poisson pas frais macroniste Édouard Philippe. Pour rappel, c'est la retraite à 67 ans, les 80 km à l'heure, la hausse de la fiscalité sur les carburants, la politique énergétique catastrophique avec la fermeture de Fessenheim, l'arrêt d'Astrid, l'explosion de la dette du Havre. Et Philippe Béchade, évidemment, l'excellent Philippe Béchade, la répression et la mutilation des Gilets jaunes, l'absurde validation de l'interdiction d'ivermectine, Buzyn était sa ministre de la Santé, le déclenchement des confinements pour 15 jours, la signature du décret Rivotril. Voilà Édouard Philippe. Mais il est vrai que sur le plan de la communication, il passe beaucoup mieux qu'Emmanuel Macron. Et il a une faiblesse, cette histoire de poil. Eh bien, il en fait une force. Là aussi, ça le rend extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'il faudra faire très attention dans les jours qui viennent à aller un peu répondre à ceux qui soutiendront cet Édouard Philippe. Scandale, j'avais oublié de parler de ce scandale. Infoblast, Macron et Colère, et Alexis Colère,
détournent la correspondance de l'Élysée. Macron et Colère détournent la correspondance de l'Élysée, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'argent public pour financer leur campagne. Encore une affaire de financement illégal de campagne. Macron les enchaîne les unes après les autres. On se souvient qu'en 2017, un secrétaire d'État socialiste l'avait accusé d'organiser des dîners avec l'argent du contribuable à Bercy pour rencontrer les grands de ce monde. Nous avons Marc Andelweld qui l'a accusé de rencontrer des grands milliardaires algériens qui auraient pu l'aider dans sa campagne. Olivier Marleix a accusé Emmanuel Macron d'avoir financé une partie de sa campagne, d'avoir détourné l'argent avec Alstom. Et maintenant, nous avons, en 2022, il utilise des services publics pour financer sa campagne, pour l'aider dans sa campagne. Avec Emmanuel Macron, c'est la récidive, c'est toujours la récidive. Ce qui est important, c'est que ces informations qui étaient restées, si vous voulez, dans les cercles les plus restreints du pouvoir, eh bien maintenant apparaissent à la une de vos journaux. C'est un signe des temps. Insolite, la nièce de Gérald Darmanin est en garde à vue. En effet, elle est allée fouiller dans des fichiers de la gendarmerie et de la police par l'intermédiaire de son amant de l'époque, un commandant de brigade de gendarmerie, lui aussi placé en garde à vue ce mardi. La nièce du ministre aurait fait ainsi des recherches sur sa mère, son ex-conjoint et une hôtesse de caisse dans le supermarché où elle travaille comme agent de sécurité avec qui elle aurait eu un différend. La garde à vue des deux interpellés peut durer jusqu'au jeudi matin. Selon RTL, elle sera aussi entendue pour avoir porté illégalement sa tenue d'ancienne gendarme volontaire. Un délit passible de 6 mois de prison et 75 000 € d'amende. Elle se serait déguisée en plus. Comme disait ma grand-mère, bon sang ne saurait mentir. Insolite. Vous êtes un dealer, trafiquant, vous détenez des fichiers de la petite enfance, eh bien, vous avez la mairie de Paris qui vous est offert. C'est la suite du Palmacho. En effet, Nicolas Jeantet, dont je vous ai parlé, refuse de démissionner du Conseil de Paris malgré les charges qui pèsent contre lui. Anne Hidalgo accepte cela? Est-elle pas un petit peu complice? C'est très étonnant. Crise sanitaire. Eh bien, nous avons appris de la part de la Suisse qu'il y aurait un vote populaire pour enquêter sur la crise Covid. Lancement d'une initiative populaire fédérale réclamant une commission indépendante sur les mesures prises durant la pandémie. Servira-t-elle d'exemple dans d'autres pays ? C'est ce que nous espérons tous, bien évidemment. Vous savez qu'au Canada, il se pourrait qu'il y ait une enquête sur les rapports entre Pfizer et le gouvernement. Cela commence à être très très intéressant. Les informations s'accumulent les unes après les autres. Certes, Van der Leyen vient d'être blanchie dans l'affaire des SMS, mais je pense que ce n'est que temporaire, puisqu'il y a d'autres enquêtes qui sont en cours. Je vais ouvrir maintenant la page écologie. Nous avons appris en effet que certains membres de l'écologie sont expulsés par la France rurale. Les gens ne veulent plus d'eux. En effet, ce sont ces gens qui ne connaissent rien à l'agriculture, qui ne savent pas planter un radis ni traire une vache, qui donnent des conseils aux paysans et qui vont parfois les agresser sur leur culture. La première remarque que je pourrais faire, c'est que s'ils se plaignent de la France rurale aujourd'hui, mais qui est le responsable justement peut-être parfois de ces cultures extensives ? Ce ne sont pas les Verts, ce ne sont pas eux les Verts qui soutiennent la Commission européenne de Bruxelles, ce ne sont pas les Verts qui ont permis justement ce libre-échange qui fait que nos agriculteurs doivent se battre contre des produits de très mauvaise qualité, mais produits à bas coût, produits dans l'ensemble du monde. Et oui, c'est-à-dire que ces Verts soutiennent cette globalisation, cette liberté des échanges, et après, ils viennent taper sur les paysans qui en sont, dans une certaine mesure, les premières victimes. Et puis, je voudrais aussi vous présenter un sénateur américain qui nous explique des choses fort intéressantes. Il nous parle du changement climatique, du Covid, et qui montre que ce sont les deux armes pour arriver à la globalisation. Quand vous avez des radicaux écologistes qui sont financés par Soros et qui viennent se taper contre les forces de l'ordre françaises, c'est qu'il y a quelque chose, bien évidemment. Cette vidéo est vraiment très intéressante. Je n'ai pas les droits, c'est bien dommage. Mais ne vous inquiétez pas, je mets cette vidéo dans le descriptif. C'est ma réponse aux écologistes qui sont venus un petit peu me gratter sur ma chaîne. Voilà, dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser sur les réseaux sociaux, à la soutenir. La réinformation a besoin de vous. Nous bossons très dur en ce moment pour vous donner une information de qualité. J'espère que vous l'avez appréciée. Merci à tous.